On en parlait à l'instant dans les titres. Le génocide perpétré en 1994 au Rwanda refait l'actualité ce mois-ci avec la parution d'un article du quotidien britannique Guardian intitulé America's Secret Role in the Rwandan Genocide. Un papier d'Hélène Epstein, universitaire américaine spécialiste des droits de l'homme et de santé publique, qui a suscité la polémique et soulève des vagues au Rwanda. Alors quelles sont les raisons de cette polémique et que disait réellement l'article? Bonjour Jean-Baptiste Mendes. Bonjour Clément. Alors selon certains articles très documentés, le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda depuis 2000, serait à l'origine de l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Une thèse qui n'est certes pas nouvelle mais qui est très bien informée et qui insiste aussi sur les liens entre Washington, la CIA et Paul Kagame. Et donc au lieu de l'habituelle implication française, ce sont en effet les États-Unis qui sont pointés du doigt dans le rôle sur le déclenchement du génocide rwandais de 1994. Et alors Jean-Baptiste, quelle est la nature précise de ces relations entre Washington et Kagame? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment cet ancien chef des services de renseignement ougandais et membre de l'ethnie Tutsi a-t-il pu s'imposer au Rwanda? L'article du Guardian ne laisse guère de place au doute. C'est bien la CIA qui a armé et soutenu le Front Patriotique Rwandais depuis l'Ouganda. Je suis donc allé interroger deux personnes qui connaissent très bien le dossier. Première personne, le colonel Jacques Hogar, présent au Rwanda dès juin 1994. Et selon lui, Paul Kagame, ancien élève de l'école de guerre de Fort Leavenworth au Kansas, est, je cite, soutenu par le clan Clinton et notamment par Madeleine Albright depuis toujours. Seconde personne, la spécialiste de l'Afrique Leslie Vine, qui estime elle aussi que les États-Unis soutenaient déjà Paul Kagame. On l'écoute tout de suite. Le FPR, donc l'armée de Kagame, a été armée en Ouganda. L'Ouganda est quand même un pays, un précaré américain. Les armes arrivaient à Kagame par l'Ouganda. C'est la base arrière du FPR était en Ouganda. Bien sûr que l'implication des Américains est très importante. Je pense qu'à ce moment-là, ils voulaient remettre les pieds en Afrique. Ils voulaient aussi se débarrasser de Mobutu qu'ils avaient mis au pouvoir, mais ils n'en pouvaient plus. Donc ça a été le début de l'arrivée des Américains en Afrique. Depuis les années 90, Washington s'intéresse en effet à la région des Grands Lacs pour des raisons stratégiques et économiques. Son sous-sol est riche en ressources minérales rares et précieuses. Le colonel Hogar, qui commandait un des trois groupements de l'opération turquoise, l'opération militaire française autorisée par l'ONU en 1994, explique pour sa part que le Rwanda et l'Ouganda seraient actuellement les deux supplétifs locaux des États-Unis soutenant des groupes armés au Kivu et au Katanga. On l'écoute tout de suite. Cette région elle est stratégique à plusieurs titres et elle a notamment dans son sous-sol des richesses fabuleuses et des métaux très rares et on parle du coltan comme un des exemples les plus connus, mais enfin on a aussi de l'uranate, on a des métaux rares, etc. Donc c'est une région très importante au plan des ressources, je dirais, mondiale, et placée au cœur de l'Afrique. Donc les Américains ont longtemps évidemment été fascinés par cette région pour des raisons économiques et stratégiques. Et le colonel Hogarth expliquait précisément où vont ces ressources minières actuellement. Les Américains ont cherché à mettre cette région sous leur contrôle. Voilà, aujourd'hui c'est quasiment le cas puisque toute cette richesse phénoménale du Katanga, du Kivu est exportée vers les ports est-africains à destination de compagnies américaines, israéliennes ou britanniques. Jean-Baptiste, alors vous nous avez expliqué clairement les intérêts de Washington dans la région, mais c'est l'État rwandais de Paul Kagame qui est aussi mis en cause dans cet article, n'est-ce pas? Tout à fait. Selon un journaliste spécialiste de l'Afrique que j'ai interrogé en off, le pouvoir rwandais a très mal reçu cet article, accusant son auteur de réécrire l'histoire et de faire du révisionnisme. Le pouvoir rwandais dénonce ainsi une inversion des rôles avec des Tutsis qui seraient en fait les vrais coupables et les génocidaires les vraies victimes. Pour des yeux étrangers à l'Afrique, l'affaire du génocide rwandais est terrible, mais relativement simple. Ce sont des Hutus qui ont massacré durant l'année 94 plus de 800 000 Tutsis au Rwanda. Et point barre.
Mais si l'on creuse davantage le contexte, l'ensemble des acteurs sur le terrain et ses ramifications dans toute l'Afrique de l'Est, il s'agit d'un conflit extrêmement complexe jouant sur plusieurs échelles et qui perdure depuis en République démocratique du Congo, avec un bilan total de 6 millions de morts. Et un conflit qui porte également une charge émotionnelle très forte, en particulier en France. Oui, en effet, 2 enquêtes successives des juges d'instruction français Jean-Louis Bruguière et Marc Trévidic ont livré des conclusions contradictoires. Elles incriminent respectivement Paul Kagame et des extrémistes Hutus. 2 conclusions différentes qui reflètent les positions de 2 camps irréconciliables. Les résultats de l'enquête du juge Bruguière furent ainsi la cause d'une rupture des liens diplomatiques entre Paris et Kigali. Car c'est aussi le rôle de l'armée française et du gouvernement français qui est régulièrement mis en cause, accusé notamment d'avoir formé des cadres militaires Hutus et sa passivité face au massacre. Le livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur, Paris en 2005, a fait l'objet d'un procès pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale. Et le journaliste d'investigation a été accusé de négationnisme par l'Union des étudiants juifs de France et Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Alors, émotionnel, c'est très compréhensible du fait de ces 800 000 morts. La récupération politique et les mensonges le sont moins, selon le colonel Jacques Hogar. Il y a évidemment une instrumentalisation du génocide rwandais qui a bien existé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de génocide en 94. Il y en a bien eu un, mais qui faisait suite à d'ailleurs de très nombreux massacres qui avaient un peu mis en condition les esprits et qui a été suivi d'autres génocides, 95, 96, 97. Ceux-là dont personne ne parle, il est même interdit d'en parler. Vous êtes révisionniste quand vous en parlez, parce que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Hutus qui massacrent majoritairement les Tutsis, ce sont les Tutsis qui massacrent majoritairement les Hutus. Donc il est interdit d'en parler à ce motif précis. Et le colonel d'ajouter ainsi qu'il s'agit d'un sujet tabou, puisqu'il incrimine directement le pouvoir rwandais actuel, celui-là même qui tire sa seule légitimité du génocide de 1994. Leslie Varenne confirme cet avis. C'est toujours la justification de Kagame dès qu'on touche à cette histoire. C'est toujours le mot révisionniste qui sort parce que voilà, il y a les mots génocide et révisionnisme, mais enfin l'histoire est l'histoire. Qui a tiré sur l'avion d'Abariyama? C'est la grande question. Et maintenant, tout le monde sait, bien sûr, et l'article revient là-dessus, que c'est les gens du FPR de Kagame qui ont tiré. Et le déclencheur de ces génocides est là. Après, Kagame peut dire tout ce qu'il veut, il va pas dire c'est moi qui ai tiré. Et justement, le colonel Hogar le révèle dans son livre Les larmes de l'honneur. C'est une équipe de 4 hommes du FPR, le Network Commando, agissant sur les instructions directes du colonel James Kabarebe, un des adjoints de Paul Kagame, qui a procédé à cette opération. Fin de citation. Pourtant, selon la thèse officielle rwandaise, confortée par l'enquête du juge Marc Trévidic, ce sont bien des extrémistes Hutus des FARC, les forces armées rwandaises, qui auraient abattu le Falcon du président d'alors, Juvenal Habyarimana. Et ceci dans le but de promouvoir une ligne encore plus dure envers les Tutsis. Alors, difficile de cerner le vrai du faux, les coupables et les victimes sur ce sujet si intense et complexe, surtout lorsque l'ambassade du Rwanda à Paris ne répond pas à nos sollicitations répétées. Mais comme Leslie Varenne le déclare, et les millions de morts qu'il y a en République démocratique du Congo, tous les groupes armés qui interviennent en République démocratique du Congo, c'est des groupes armés qui sont soutenus par le Rwanda ou qui sont soutenus par l'Ouganda. Or, encore aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sont soutenus par les États-Unis et ça ne cesse pas. Et il y a tous les jours des attaques meurtrières en RDC, ça ne cesse pas. Donc ça continue. Et ce qui est plus grave encore, c'est que effectivement, les massacres de 94 ont eu lieu. Ils ont fait environ 800 000 victimes. Mais depuis, cette guerre, elle s'est jamais terminée. On a eu 6 millions de morts en RDC. Donc cette guerre-là continue. Et elle continue en République démocratique du Congo. Alors évidemment, le sujet est extrêmement complexe. Il aurait mérité plusieurs heures à décrypter, mais c'était un sujet aussi extrêmement sensible. Vous l'aurez bien compris. Merci Jean-Baptiste Mardès.